Alors bienvenue sur Miles and Minds de Runner Story. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vermeulen, trailer de la team Wise, qui nous revient tout juste de l'Eco Trail de Paris. On aura l'occasion d'y revenir. Kevin, comment ça va? Bah écoute, là ça va bien, j'ai bien récupéré l'Eco Trail, ça a été un petit peu dur parce que on pourrait y revenir aussi, je traîne une petite pubalgie depuis 1 mois et demi. Donc là ça va nettement mieux, donc voilà, après de manière globale c'est plutôt bien, on a passé un bon hiver, ça a été cool, hein. On a eu pas mal de neige, hein. Donc voilà, de manière générale, plutôt bien. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Donc Kevin Vermeulen, donc effectivement j'appartiens à la team Wise, hein. Ça fait bientôt 10 ans que je cours, on va dire, à très bon niveau. Donc ça fait une dizaine d'années avec quelques résultats. J'avais commencé en 2018 par l'OCC. Après j'avais gagné Peñagolosa en 2022. J'ai 2 sélections en équipe de France et maintenant ça fait 8 ans que j'habite dans le Valais, donc là où je suis actuellement. Donc 8 ans que j'habite en Suisse, hein, où j'ai pu participer un peu à ma course favorite qui est Sierzinal, qui démarre juste à côté de chez moi. Donc voilà pour un petit peu. Et puis à côté de ça, je suis ergothérapeute à 50% aussi. Ok. Donc, question un peu générale, par quoi tu commences le sport dans ta vie? Le rugby. Alors on Le dirait rugby. plus maintenant, mais c'est le rugby que j'ai pratiqué pendant quasiment une dizaine d'années. Ok, Donc à savoir qu'en France, je viens de la région. Pour ceux qui connaissent, c'est Bourgoin-Jallieu, le CSBJ. ok. Donc c'est entre Lyon et Grenoble, donc c'est vraiment un endroit un peu terre de rugby. Donc j'ai commencé par le rugby, après j'ai bifurqué sur le vélo quand j'ai découvert une passion pour l'endurance et puis j'ai bifurqué sur le vélo quand avant de partir aux études et du coup j'ai arrêté le vélo à cause des études, donc parce que j'avais plus beaucoup de temps. Et Donc aujourd'hui, voilà un petit. est-ce que tu intègres le cyclisme encore dans tes entraînements? Ouais, j'adore le vélo, j'adore en faire, surtout là où j'habite, hein, du coup en Valais, on a quand même pas mal de cols, hein. Donc c'est vraiment sympa. Il n'y a pas une énorme circulation qui est emmerdante, hein. Hmm. Donc c'est vraiment cool pour pratiquer le vélo. Je pratique aussi beaucoup le ski en hiver, hein. Donc ouais, j'aime bien l'entraînement croisé, quoi. Ok. Du coup, pour toi, une semaine d'entraînement classique, ça ressemble à quoi? Ouais, c'est une quinzaine d'heures d'entraînement. Quand Ouais, même la majorité en course à pied. ok. Et après c'est deux séances, on va dire, d'entraînement croisé, quoi. Ok. Et au Deux niveau à du trois séances, kilométrage? il y a un peu d'étirement, il y a un peu de renfort, surtout Mhm. en hiver. D'ailleurs, le renfort, après, une fois qu'on attaque la belle saison, ça, j'ai un peu plus de mal à me dire qu'il faut aller en salle et faire du renfort. Mais ouais, voilà, c'est 15 heures, la plupart du temps en course à pied, et puis le reste, je croise en hiver, ski, rando et ski de fond, et en été, vélo. Ok. Et du coup, par exemple, aux alentours des grosses courses, est-ce que tu montes en termes de kilométrage? Je diminue l'entraînement croisé aux alentours des grosses courses, hein. Et ouais, j'essaie quand même de faire plus de courses à pied, justement, par rapport au choc, par rapport à l'adaptation, on va dire, physio que demande la course à pied. Ok. Donc tu l'as dit, tu es ergothérapeute. Dans quelle mesure ton métier t'aide dans ta carrière? Ils m'aident déjà dans le sens où je peux déjà adapter un peu l'entraînement, adapter l'horaire de travail à l'entraînement. Ouais. Donc ça, c'est déjà un gros point. J'ai pas vraiment d'heure fixe, hein, donc c'est assez cool, hein. Mais après, au niveau, c'est sûr qu'au niveau pression, quand t'as un métier à côté, je pense, on est quand même Mhm. beaucoup. Enfin, on n'est pas un sport qui rémunère énormément, donc au niveau pression, c'est quand même cool d'avoir un job à côté et de se dire on n'est pas dépendant de la course à pied et des résultats et tout ça. Donc c'est sûr que ça m'aide dans le sens où ça m'enlève toute la pression un peu du résultat et de me dire il faut que j'aille à telle course pour faire tel résultat pour soit récupérer une prime, soit Mhm. ça, quoi. Quoi qu'il arrive, je paye mes factures, hein, Mhm. et après c'est bonus, quoi. En 2024, tu fais une très grosse année. Tu fais huitième au Grand Trail des Templiers. Tu gagnes la MCC. Tu fais 28e sur la Sierzinal, justement, t'en parlais. Ouais. Comment t'expliques cette forme? Est-ce que t'as apporté des changements particuliers l'année dernière? Déjà, c'est vrai que par rapport à 2023 où j'avais tout raté, il y a eu une énorme remise en question et puis peut-être je me mettais justement trop la pression du résultat, j'avais un peu oublié le côté plaisir que ça devait représenter, tu vois. Mhm. Et au final, le plaisir c'est quand même le point central, hein. Donc c'est vrai que l'année passée, j'ai redémarré. À cette époque-là, j'étais déjà parti aux États-Unis pour le début de saison. Du coup, j'avais redémarré par mon premier 100K, des courses qui faisaient sens pour moi, des courses qui apportaient vraiment beaucoup de plaisir, hein.
Et du coup, je pense que ça m'a permis de reprendre du plaisir par rapport à 2023 où il y a tout qui foirait. Et après, bah, c'est des courses de montagne, des courses qui me conviennent. C'est vrai que j'ai tendance à m'orienter plutôt sur du long. Cernage, c'est vraiment très très court, hein. Hmm. Mais au final, ça s'est quand même bien passé pour les connaisseurs. 2h25, 2h45 avec la météo qu'on avait l'année passée, qui était en fait la canicule, hein. C'est quand même très très bon. Et ouais, bah du coup, j'ai été beaucoup plus à l'écoute de mes sensations plutôt que de suivre le plan à tout prix. Et je me suis recentré sur le principal, quoi, le plaisir. Du coup, tu dis que tu préfères la longue distance. C'est quelle distance environ sur laquelle tu te sens le plus confortable? Ah, le plus confortable, ça 60 et 80. Ok, ouais. 60 et 80, et du coup, l'année passée, bah, tu vois, j'ai fait mon premier 100. Donc, c'était, bah, aux États-Unis. Donc là, c'est vrai que plutôt maintenant, je préparais des 40-60, et en fin de saison, je faisais un 80. Et là, l'idée maintenant, c'est plutôt de faire des 60-80 et d'intégrer un, voire 200. Enfin, du coup, j'en fais pas 40 des courses dans l'année, mais du coup, on va dire de faire des 60-80 et un 100 pour augmenter progressivement, quoi. Ok. Donc voilà, c'est vrai que l'année passée, du coup, j'avais fait le Vulcain, qui fait 73, j'avais fait les Templiers 80 et le Canyon Endurance qui fait 100. Donc j'avais fait 3 courses un peu de cette distance, et là, bah, j'ai la Transvulcania, la CCC et les Templiers. Donc on reste vraiment dans des objectifs 50 miles, 100K, quoi. Ok. Après des grosses courses, comment tu gères ta récupération? On sait qu'on se blesse rapidement, tu l'as dit, justement, t'es blessé. Comment tu fais en sorte de récupérer au mieux, ou si t'es blessé, d'adapter tes entraînements? Ouais, bah après, comment... Excusez-moi, bah du coup, il faut adapter. C'est vrai que après les grosses courses, surtout les longues, en général, on a toujours un temps de récupération minimum, tu vois. Enfin, on se base sur un peu, voilà, avec mon coach, on connaît un petit peu. Donc on se fixe un temps théorique qu'on estime à peu près en concertation. Et après, on adapte en fonction de ça, quoi. Ok. Donc vraiment, si on se dit, bah là, après les USA l'année passée, le 100K, je crois que j'avais dû prendre 10 jours minimum sans sport, mais vraiment sans sport. Donc ça veut dire pas de vélo, pas de course à pied. Rien du tout. Et après, on fait un point et on se dit, ok, est-ce que j'ai récupéré? Est-ce qu'on reprend gentiment que par du vélo? Est-ce qu'on reprend gentiment avec un ou deux footings, ou est-ce qu'on reprend pas, en fait, hein? Donc voilà. Et puis là, bah, pareil, la pubalgie, c'est vrai que ça fait 1 mois et demi. Donc là, vraiment, ça diminue fortement. Enfin là, je ressens quasiment plus rien. Et là, c'est pareil, ça fait 1 mois et demi qu'on est en concertation avec le physio et le coach pour adapter la charge, faire en sorte que je puisse continuer à m'entraîner et puis continuer à courir, hein, mais sans trop tirer dessus, quoi. Ok. Quand tu te prépares pour une course importante, est-ce que tu fais une prépa plutôt... tu fais aussi l'aspect mental d'une préparation, ou tu y réfléchis pas trop? Si, bah, j'essaie quand même de visualiser déjà les endroits clés, les endroits qui vont être importants en fonction du profil, en fonction de ce que j'ai entendu. J'essaie toujours de demander aussi aux coureurs qui ont déjà couru cette course, hein, un peu leur ressenti, tu vois, de savoir comment eux ils l'ont géré, quels endroits ils ont trouvé vraiment difficiles, hein. Donc déjà, j'essaie de faire déjà un ressenti par rapport à ça, puis après moi j'essaie de aussi par rapport à, je me connais, donc de dire ok, tel endroit, là, et puis de faire un peu de visualisation mentale, comme de savoir que jusque là faut rester calme, jusque là faut bien penser à manger, jusque là il faut pas s'enflammer, là peut-être accélérer. Donc voilà, j'ai d'envisager ça, et après j'ai d'envisager, on va dire, le meilleur des scénarios, celui où t'es euphorique et tout se passe bien, et celui justement où tu te dis merde, là il va y avoir un souci. Et justement, pour pas se laisser prendre par, il y a un souci, et puis après pas tomber dans la spirale négative, quoi, tu vois. Au niveau mental, je pense que c'est surtout ça qui est important, parce que, bah, quand on pense mental, on pense surtout à se faire mal, hein, on va pas se mentir. Enfin, le mental, c'est pas que, enfin, justement, on pense à, ouais, j'ai du mental, j'arrive à me taper dedans. Et je pense que le mental, il faut sortir justement de cette vision et de se dire, bah, le mental, c'est aussi, ok, donc ça en fait partie. Mais tu vois, bah, savoir se réadapter en course, hein. Genre la course elle se passe pas comme prévu, bah comme dimanche là il y avait beaucoup de boue, donc savoir s'adapter aux conditions de course à un moment, donc ça fait partie. Savoir aussi se réadapter à un événement extérieur qui fait que la course elle se passe pas du tout bien, et arriver à casser cette spirale négative, tout ça fait partie du mental, et c'est super important de d'arriver à l'anticiper justement, ouais.
Tout à l'heure, tu parlais de la nutrition. Euh, dans d'autres personnes que j'ai déjà interviewées, c'est un problème qui revenait régulièrement au bout d'une certaine distance. Toi, est-ce que tu as eu des problèmes avec ça ou ça passe plutôt bien? Alors ouais, jusqu'à 60-80, j'arrive à bien gérer. Après, l'année passée, je me souviens qu'aux 100 km, à la fin de la course, j'ai quand même eu vraiment du mal. J'ai dû aller plusieurs fois au WC. Hmm. Donc là, j'ai vraiment eu du mal. Et là, au Templier, c'est vrai que j'avais attaqué peut-être un petit peu fort pour donner des exemples concrets, mais j'avais adapté vraiment fort la nutrition. Et c'est vrai que du coup, j'étais 7h15 de course. Et je pense, après 6 heures, j'ai vraiment dû lever le pied et puis Ouais. dire, j'arrête de manger des glucides, quoi. Ok. Ouais. Donc là, on en parlait du côté mental, tu vois, où il faut se réadapter. Donc là, on va lier nutrition et mental. Mais justement, à ce moment-là, si je restais sur mon plan de base, hein, en mode, il faut manger 80 grammes de glucides par heure ou plus, je ne sais pas, sans me dire, ah, il faut réajuster, bah là, j'allais au casse-pipe, hein. Hmm. Du coup, ça se passe plutôt bien. J'ai la chance de profiter des produits NAC et que je tolère vraiment très très bien. Mais après, ça demande toujours un peu une réadaptation et forcément un entraînement à l'entraînement aussi de manger, on va dire, si je veux tolérer 180 grammes de glucides, si je veux être à l'aise à 80 grammes, j'essaie d'en manger 100 à l'entraînement, tu vois. Ok, ouais. Le reste, si je tolère les 100 à l'entraînement, je vais toujours viser un petit peu moins en course, hein, pour normalement garder comment on peut dire, hein, ouais, une marge, hein, une marge Ok. d'erreur, hein. Ok. Est-ce que tu as des rituels avant une course, que ce soit au niveau diète, échauffement, je sais pas? Non, pas vraiment de rituel. J'essaye de pas trop penser justement de nourriture. Alors, pas de me faire des cheat meals avant la course, hein. Ouais. Mais si on me propose une pizza, par exemple, tu vois, je j'essaie de Hmm. pas rester focus dessus. Après, voilà, donc il y a pas vraiment de rituel. Je fais juste la semaine avant, j'aime bien le fameux déblocage comme tout le monde, j'imagine, hein. Donc ça, je le fais assez de manière, ça, je le fais assez standardisé, comme ça, il n'y a pas de souci. Je fais toujours un peu la même chose. Et en général, je fais 4 fois 30-30 et avec genre entre 500 et 1 km d'allure course, hein. Ok. Et là, par rapport à ça, j'arrive un petit peu à me dire si je suis bien en forme ou pas, quoi, Hmm. déjà. Ouais, déjà là, tu vois des signes. Ouais, au déblocage, j'arrive à me dire, ok, ça va bien se passer Hmm. ou pas. Mais sinon, non, j'essaie justement de pas être trop ritualisé parce que, tu vois, là, si on prend Paris, je suis arrivé la veille à 17h, hein. Donc là, ouais, si t'as un gros rituel, ça passe Hmm. pas. Et Ouais. il y a d'autres courses où t'arrives 2 jours avant, et là, effectivement, tu mets des choses en place, hein. Hmm. Mais l'idée, c'est justement que si t'as pas ce temps pour mettre ces choses en place, tu sois pas en panique non plus. Ok, ouais. Donc voilà, c'est sûr il y a un cadre, hein, mais c'est pas, ouais, je suis pas dans un cadre millimétré, quoi. Ok. Ouais, ça reste naturel, quoi. Exactement. Après, enfin, comme l'alimentation, tu vois, je pense que tout changer avant, le petit déjeuner, enfin, je suis pas sûr que ça t'apporte énormément par rapport au risque que tu vas prendre, quoi. Hmm. Ok. Tu vois, je sais que par exemple, si vraiment je trouve rien à manger, limite l'endroit où je vais aller manger la veille, c'est presque un McDo parce que je sais que justement eux, non mais c'est normal, tu vois, enfin Hmm. on rigole, mais tu sais que tu vas pas faire d'intoxication. Si tu tolères le McDo de chez moi, je vais tolérer le McDo, je sais pas de l'autre endroit, quoi. Ouais, ok. Ouais. Ok, je vois. Et tu prends le Big Mac, que je prenne le Big Mac à Sierre ou le Big Mac à Paris, c'est plus ou moins le même Big Mac, hein. Hmm. Et je sais qu'il n'y aura pas de risque au niveau alimentaire d'intoxication, d'une sauce qui risque de potentiellement pas passer, d'un poulet mal cuit. Hmm. Enfin voilà, donc, au moins je limite vraiment les risques. Et donc voilà, donc ça c'est pour donner un exemple. Et ouais. Ok. Du coup, la semaine dernière, week-end dernier, tu étais à l'Eco Trail. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes ressentis sur la course? Ouais, écoute, du coup c'est vrai que comme je t'ai dit, j'avais une pubalgie, donc à la base je pensais déjà reprendre la saison au mois de février par un 10K, j'ai pas pu. Je pensais aller au Ventoux, donc j'ai pas pu non plus parce Hmm. que ça tirait encore un peu trop. Puis la semaine passée, c'était plutôt positif. Donc là, j'avais pas de douleur, donc c'était cool. Donc je me suis dit, on va tenter l'éco-trail pour une reprise, parce que j'ai pas couru depuis les Templiers, quand même, vraiment Ouais. zéro dossard, hein. Donc que ce soit en ski ou n'importe quoi, j'ai pas fait les crosses, enfin j'ai vraiment coupé, donc fallait quand même que je reprenne pour reprendre des repères, hein. Du coup, c'était assez cool, ça s'est plutôt bien passé. Je suis quand même assez content pour une reprise, en sachant que effectivement, j'ai quand même été assez handicapé par le terrain, parce que le terrain était vraiment très très boueux, Hmm. les deux. Et dès que pendant 25 bornes, ça a bien été, et puis quand on a attaqué la boue, là, c'est vrai que ça a changé les appuis. Il y a des appuis fuyants.
Hmm. Et ça a commencé un peu à me tirer au niveau abdos, donc sur la pubalgie. Donc là, j'ai dû un peu lever le pied et puis vraiment adapter. Mais sinon, à part ça, ouais, je suis quand même plutôt content de la course, des allures qu'on avait, du terrain qui, malheureusement, enfin pas du terrain, mais du parcours qui, sans cette bourre, a été vraiment cool à courir, hein. Hmm. Très vallonné, très chouette, hein. Donc plutôt un bon ressenti par rapport à la course, un bon ressenti physique, hein. Et juste ouais, bah, un peu dommage d'avoir été handicapé par ça, même si, enfin voilà, j'avais pas de pas d'espoir que tout se passe 100% bien. C'était un test et puis j'ai pu voir quoi. Ok. Tu parlais justement du trail du Ventoux où tu devais être. C'est vrai qu'il y a des courses comme ça qui reviennent quand on voit ton UTMB Index, qui reviennent souvent dans tes saisons. Je pense à Sierre-Zinal, le trail du Ventoux par exemple. Est-ce que, enfin pourquoi justement reprendre ces courses-là? Est-ce que c'est des parcours qui te plaisent? C'est des atmosphères? Ouais, bah c'est des courses un peu quand même emblématiques, tu vois, on va pas se Hmm. mentir, c'est des courses qui ont quand même une certaine valeur, des courses qui ont une histoire, hein. Hmm. Et et c'est quand même vraiment ces courses-là qui donnent un peu de ouais, du peps. Bah, par exemple, c'est vrai qu'on peut en reprendre, on peut prendre l'exemple aussi des Trail ce week-end, mais toi, quand tu cours un Sierzinal, t'as quand même pas la même ferveur qu'un Eco-Trail, quoi. Tu Hmm. vois, C'est clair. l'Eco-Trail, tu sentais que les gens, il y avait pas vraiment de ferveur autour, ils savaient même pas qu'il y avait une course dans les bois. Il y a beaucoup de joggeurs, hein, c'est pas une critique, mais Ouais. les gens, ils s'en foutent un peu, quoi. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est quand même les courses avec une certaine ferveur où bah, ça te pousse, quoi, ça donne des ailes et puis c'est quand même ces courses-là, ouais, bah, où tu te sens poussé et puis c'est autant bien pour la tête que pour performer que voilà, c'est aussi ces courses où tu vois ta valeur réelle, tu vois, en dehors justement de l'UTMB Index, hein, qui des fois on peut un peu le remettre en question justement, Hmm. mais quand tu fais une place à telle course, hein, t'as fait ta place, quoi. Hmm. T'as une place, ça ment pas, tu vois, quand bah, tu disais au début, 28e à Sierzina, 8e au Templier, peu importe ce que dit l'UTMB Index, ça reste des courses, hein, enfin ça reste des places avec de la valeur, quoi. Clairement. Euh, Donc voilà, et lié voilà pourquoi. justement à ce type de course, c'est quoi ta course la plus mémorable, celle que voilà, tu retiens le plus? Ouais, bah je vais dire, c'est celle que je devrais aller dans 2 semaines, c'est le Peñagolosa 2022. Ok. Parce que bah, c'est une course, mais on en reparle, mais c'est une course un peu emblématique en Espagne, il y a une énorme ferveur, hein. Et puis gagner une course qui était bah, support des championnats espagnols où tu retrouvais Manuel Merillas, Aris Egea. Enfin, il y avait quand même des costauds et puis c'était une course qui me faisait envie. Donc ouais, enfin gagner une course comme ça, c'était juste incroyable quoi. Donc ça c'est en 2022, c'est quand même le gros souvenir quoi qui dépasse pas mal tout en termes d'émotion et de ressenti ce que j'avais pu ressentir jusque maintenant. Ok. Et au niveau plus relationnel, euh, qui est la personne dont tu as l'association qui t'a le plus aidé tout au long de ta carrière? Ouais, bah là, il y a mon coach quand même avec qui on a commencé. Ça fait quoi? On a attaqué pendant le Covid, hein. Donc Ok. là, ça fait 5 ans que j'ai le même coach, hein. Donc je peux dire quand même on a bien progressé ensemble, quoi. Donc là, et puis on commence à bien connaître, hein. Hmm. Donc ouais, je pense que je dirais, en termes de carrière, je dirais mon coach. Et c'est important pour toi d'être suivi par quelqu'un qui te connaît bien comme ça, qui te suit tout au long de ton année? Ouais, bah après, c'est sûr que plus il te connaît, plus on peut affiner, plus toi tu peux aussi lui donner plus ton ressenti de manière un peu plus perso aussi. Hmm. Donc et puis il sait ce qu'on a fait bah, du coup en 2022, il sait où on en était, il connaît les plans d'entraînement qu'il avait mis, il connaît un peu moi mon ressenti à ce moment-là, tu vois, si tu changes chaque année de coach par exemple, hein, Ouais. bah il va pas connaître ce que tu as fait en 2022, enfin même s'il va rechercher dans les 2 3 dernières années, il peut pas forcément retomber sur tout ce que tu as fait. Donc je pense que c'est quand même pas mal d'avoir un suivi à long terme quoi. Ok. Et est-ce que tu as un exemple dans le trail ou même dans le sport en général? Quelqu'un que tu respectes pour ses performances particulièrement? Bah, on peut citer bah, ceux qui ont une grande longévité, tu vois. Là, c'est vrai qu'on a Kylian dans notre sport. Il y a Ludo Pomeroy qui performe encore énormément à 49 ans. Hmm. Après, sur du plus court, il y a Julien Rancon.
Tu vois, je pense que c'est quand même des gars qui sont des exemples en termes de longévité, parce que quand tu performes encore à cet âge-là, c'est que t'as quand même vraiment bien géré avant. Ouais. Tu t'es pas cramé, t'as bien fait les choses. Hein. T'en as peut-être pas trop fait non plus au point de saturer. Ouais, c'est une bonne gestion de carrière. Ouais, exactement. Donc je pense que ces gens-là, c'est quand même des exemples. Et si je devais ressembler, ouais, j'aimerais quand même bien me dire à 45 ans, je suis encore comme eux, quoi. Bon, Mm. Kylian, il a pas encore 40 ans, mais comme il a commencé à 10 ans, Ouais. il a une carrière exceptionnelle aussi, tu vois. Donc je pense que dans ces gens-là, tu vois, qui font pas non plus 300 courses par année, mais qui ciblent bien. Et ouais, si je dois donner des exemples, ça serait un peu les gens comme ça qui performent à long terme. Hein. Donc surtout sur la longévité, tout ça, c'est quelque chose que tu as envie de faire aussi. Ouais, bah j'aimerais bien pas être pété à 40 ans et me dire Mm. ok c'était cool, mais voilà quoi. On a une question d'un abonné, donc de Florian. Quelle a été ta course la plus difficile mentalement? La plus difficile mentalement, bah je pense que c'est l'OCC en 2023 justement. Ok. Parce que bah y a rien qui marchait et puis je me suis dit ah je prends quand même le départ et puis tu sais tu sens que t'as pas de jus, tu sens que t'as pas de peps hein, Mm. et et y a rien qui marche après du coup tu termines enfin du coup j'avais pas terminé mais déjà tu termines ouais tu marches pour rejoindre le dernier point de ravitaillement et puis tu sais que tu vas abandonner, Mm. tu sais que c'est fini, tu sais que t'as fait une année ben c'était une année totalement ratée jusque là et qui a été ratée jusqu'au bout. Et ça, tu marches, tu sais que tu vas juste vers l'abandon, quoi. C'est quand même super dur. Hein. Il y a des moments où ça a été dur mentalement, mais quand tu sais que la course avant, elle s'est bien passée et que du coup, bah, le but c'est de rejoindre l'arrivée, même si c'est dur mentalement et physiquement parce que t'as mal de partout. Tu sais, ça reste encore, t'as encore les endorphines à ce moment-là, donc Ouais. t'as encore un peu l'euphorie, t'as des choses et là t'arrives à te surpasser et te dire ok, j'ai mal, mais j'y vais. Même si t'avances plus, c'est vrai que je me souviens, bah, l'année passée, au 100K, les 25 derniers kilomètres, j'avançais plus du tout, tu vois. Mm. En même temps, t'as fait la préparation, il te reste 25 bornes, t'es pas blessé physiquement, t'es encore dans le top 10, c'était un major, donc t'es dans le top 10 major, t'as la qualification encore qui est là. Tu sais, t'as mal, c'est dur, t'avances plus, mais en même temps, t'as quand même encore un objectif. Hein. Ouais, c'est différent. Et quand tu sais que le seul objectif, c'est de rejoindre le point de ravitaillement pour abandonner, Mm. ouais, tu marches, mais t'as plus rien, quoi. Enfin, c'est dur, c'est long et c'est Mm. vraiment dur, quoi. Justement, sur ton Instagram, tu as annoncé cette année participer à la CCC. Ouais. Pourquoi choisir de partir sur cette course-là? Donc on le rappelle, hein, la CCC, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est donc 5 km, 6000 de D+. Et pourquoi ce choix? Bah, parce que j'ai déjà fait deux fois, enfin, j'ai fini deux fois l'OCC, j'ai abandonné deux fois l'OCC aussi, donc j'ai participé déjà quatre fois à l'OCC. L'année passée, j'avais pas de qualification, rien, donc j'ai fait la MCC. Donc après, si on prend la suite logique je t'avais dit que je vais augmenter gentiment les distances, hein. Mm. Et voilà, donc là, tu vois, j'ai déjà fait 5 participations à l'UTMB, 3 fois, j'ai fait gagner la MCC, un podium à l'OCC, une 9e place à l'OCC, et également 2 abandons. Mm. Et du coup, la suite logique pour moi, c'était la CCC dans l'optique d'augmenter progressivement, et aussi dans l'optique de changer de format sur l'UTMB, quoi. Ok. Et enfin, donc pour cette saison, quels sont tes prochains buts, ta ligne directrice un petit peu, tes courses que tu prévois de faire? Du coup, c'est les 3 gros objectifs, c'est la Transvulcania, la CCC et les Templiers. Ça, c'est la grosse ligne directrice. Après, je vais faire le Trail Verbier Saint-Bernard en Valais, là, qui est à côté de chez moi en préparation, donc en juillet. Ok. Et si j'ai encore un peu de jus, j'aimerais bien aller faire la JFK 50 aux US. Hein. Ok. En fin de saison, j'ai raté il y a 6 semaines après les Templiers, donc si je récupère bien, si je suis pas cramé à ce moment-là, pourquoi pas se faire un beau road trip avant avec Vallée de la Mort Mm. et tout un peu les déserts par là-bas, et puis enchaîner avec la JFK pour terminer l'année. Est-ce que tu ressens une atmosphère un peu différente quand tu vas courir aux États-Unis? Ouais, je trouve par rapport aux yeux en Europe, il y a beaucoup moins de bling bling, tu vois. Ah Enfin, oui? c'est beaucoup moins m'as-tu vu, c'est plus authentique. Hein.
les départs, c'est un peu plus, ouais, t'as des coureurs, quoi. Tu retrouves des coureurs, tu retrouves juste des gens qui viennent pour participer et pas forcément pour avoir, alors il y en a, hein, on va pas se mentir, hein. Mais t'as des gens qui viennent pour participer à une course et pas forcément qui viennent pour récupérer leur médaille et leur t-shirt finisher, hein. Et je trouve cette atmosphère, elle est quand même beaucoup plus authentique de la course à pied, beaucoup plus authentique du trail, où à la base c'est quand même un environnement de courir un peu dans la nature, justement un peu détaché de la société, quoi. Et c'est vrai que du coup à l'heure actuelle on est quand même revenu en plein dans le moule de la société où bah justement tu prends ta médaille finisher, limite tu vas la montrer à la pause café, quoi. Ça a rien à voir, mais c'est un petit t-shirt que tu vas montrer, que tu mets pour montrer que tu as fait la course, et limite t'arrives avec ta médaille comme ça là et tu montres bien que tu l'as fait. Et je trouve que là-bas il y avait pas cette ambiance là vraiment extrémisme m'as-tu vu, quoi, sans être méchant pour le côté européen, hein, mais il y a sûrement d'autres défauts, j'ai pas passé encore assez de temps là-bas pour voir tous les défauts qu'il pouvait y avoir, hein. Mais je trouve, ouais, on retrouve vraiment le côté authentique et simpliste de la course à pied. Et ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai que je pense que là-bas, il y a vraiment des très très bons coureurs qu'on connaît pas du tout en Europe, parce qu'en Europe, on s'intéresse plus aux Instagrammeurs, et que les très bons coureurs, on les connaît pas forcément, quoi, tu vois. Tu penses à qui particulièrement? De quoi, côté très bons coureurs, hein. Ouais. Ouais, bah tu sais, un David Sinclair par exemple, je pense que tu peux demander à n'importe quel Européen et il va pas le connaître, hein, à part ceux qui s'y intéressent, alors que c'est le gars, c'est juste un monstre, hein. C'est étonnant ce que tu me dis, parce que c'est vrai que naturellement j'aurais plus pensé l'inverse. Quand on pense aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on pense plus facilement justement à l'excès, au bling bling, etc. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est l'inverse. Ouais, bah après je dis, j'ai pas passé assez de temps là-bas, mais c'est vrai que alors de ce côté-là, tu vois, dans le côté nature, je pense qu'ils ont quand même, ouais, il y a plus un côté nature qui a été préservé dans cet environnement-là. C'est sûr que de manière générale, je pense que c'est plus, je pourrais pas dire bling bling, c'est une culture différente, hein. Tu sais, c'est vraiment une culture différente. C'est vrai que je pense que pour eux, acheter un 4x4, une grosse voiture, c'est tout à fait normal, en fait. C'est comme quand nous on achète quelque chose, c'est même pas un côté bling bling, c'est juste que la question elle se pose pas. C'est voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont tous des pick-up dans lesquels ils mettent tous leur VTT, tu vois. Donc en fait, hein, les gars, ils sont nature, hein, mais c'est juste une culture différente par rapport à ça. Après, ça reste effectivement un pays des excès, mais c'est vrai que je trouve que il y a vraiment des très bons coureurs. Bah, il y a Joe Aziz qui habite aussi à Denver. Enfin là-bas, il y a des super coureurs, tu vois, qu'on connaît pas du tout. Et ouais, du coup, je trouve il y a vraiment des bons coureurs qu'on connaît pas, et du coup on manque un peu de cette culture sportive en Europe, quoi. Merci beaucoup Kevin d'avoir accepté l'interview. C'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, surtout d'avoir des réponses positives pour un média qui débute, hein, c'est pas toujours le cas, donc c'est un plaisir. Ouais, merci à toi, c'est cool, hein, j'avais pas c'est plutôt cool aussi d'avoir pensé à moi, donc ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup, et puis bonne journée, bon entraînement. Merci, bah ciao, merci à tous et bonne écoute, hein.